Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire véritablement glaçante. Une histoire qui vous entra bien après avoir éteint votre écran. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne et permettre que ce genre de contenu continue à exister, n'oubliez pas de vous abonner et de rester actif. Votre soutien est précieux, et je vous en serai infiniment reconnaissant. Les êtres humains sont naturellement attirés par le voyage, chacun pour ses propres raisons. Certains partent pour se détendre, pour échapper à la routine, pour découvrir de nouveaux paysages, ou simplement pour se retrouver seuls avec leurs pensées. D'autres cherchent le frisson, l'inattendu, l'inconnu. Mais cette quête de sensations fortes peut parfois les mener bien au-delà de leurs limites. Car dans les lieux sauvages, reculés, parfois abandonnés, le danger rôde. Et ceux qui choisissent de voyager seuls s'exposent, sans toujours en avoir conscience, à des risques bien plus grands. Une chute, une mauvaise rencontre, une attaque, ou simplement une urgence médicale, et il se peut que personne ne soit là pour venir en aide. Dans ces endroits où l'homme se retrouve face à la nature brute, la moindre erreur peut coûter la vie. L'histoire dont nous allons parler aujourd'hui est celle d'un jeune homme nommé Sidney Lutt. Une histoire qui, à bien des égards, rappelle celle tristement célèbre de Christopher M.C. Candless, un jeune aventurier américain qui avait décidé de tout quitter pour s'aventurer seul dans les terres hostiles et inhabitées de l'Alaska. Un périple tragique qui s'est terminé par une mort solitaire et déchirante. Ce drame a inspiré plusieurs ouvrages et un film poignant réalisé par Sean Penn, Into the Wild. Quant à Sidney, son destin reste enveloppé d'un mystère angoissant depuis plusieurs années. Mais pour comprendre cette histoire, il faut remonter au tout début. Sidney Lutt est né le 3 octobre 1997 dans une petite ville néerlandaise appelée Gaanluft, située dans la province de la Hollande septentrionale. Il était l'aîné de 3 enfants, nés de l'union de René et Nastasia Lutt. Aux côtés de son petit frère et de sa jeune sœur, il a grandi dans un foyer aimant, soudé, paisible. Pourtant, lorsque Sidney atteignit l'âge du collège, un bouleversement familial changea le cours de sa jeunesse. Ses parents prirent la difficile décision de se séparer. À la suite de cette rupture, Sidney resta vivre chez son père, tandis que ses 2 cadets s'installèrent avec leur mère. Malgré cette division, René et Nastasia réussirent à maintenir une entente harmonieuse, à coéduquer leurs enfants de façon équilibrée, et à rester tous deux très présents dans leur quotidien. Dès son plus jeune âge, Sidney montrait des traits de personnalité particuliers. Réservé, réfléchi, d'une nature introvertie, il n'aimait guère les jeux de groupe ou les rassemblements d'enfants. Ce qu'il préférait, c'était marcher seul. Longtemps. En silence. En communion avec la nature. Il trouvait son bonheur dans les sentiers boisés, au bord des lacs ou dans les cavernes cachées. C'était son monde. Adolescent, il commença à entreprendre de petites randonnées en solitaire, de plus en plus ambitieuses. Il développait progressivement une véritable passion pour la survie en milieu sauvage, comme s'il se préparait, sans le dire à personne, à un voyage plus grand, plus audacieux, plus lointain. Ses relations sociales restaient limitées. Il avait peu d'amis, se confiait rarement, et ne parlait presque jamais de ses projets d'avenir. C'était un jeune homme secret. En revanche, il se lança corps et âme dans les arts martiaux. Il s'entraînait avec rigueur, presque quotidiennement. Peu à peu, il affûta son corps, accroissant sa force physique. Il se mit aussi à s'intéresser à l'escalade et à l'alpinisme. Sans jamais franchir le pas d'une pratique professionnelle, il s'informait, lisait, expérimentait. À la fin du lycée, Sidney était devenu un jeune homme grand, impressionnant, à la carrure athlétique, au visage marqué par la détermination. Il attirait les regards, notamment ceux des filles, mais demeurait profondément attiré par la solitude. Il créa quelques profils sur les réseaux sociaux, où il partageait surtout des clichés de ses escapades solitaires en pleine nature. Il participait aussi à des forums spécialisés dans la survie, l'exploration et les régions reculées, échangeant avec d'autres passionnés, partageant des conseils, des récits, des itinéraires. C'est au cours de sa dernière année d'école que Sidney sembla se fixer un objectif concret. Il affirma vouloir rejoindre l'armée, sous contrat. L'idée le motivait profondément. Il semblait fait pour ce genre de parcours, endurant, discipliné, prêt à se dépasser. Il publia même des vidéos où on le voyait franchir des parcours d'obstacles, réaliser des tractions à un seul bras, prouvant au monde ou peut-être à lui-même qu'il était prêt. Peu après l'obtention de son diplôme, il rassembla tous les documents nécessaires et entama la procédure d'enrôlement. Il s'y préparait mentalement, convaincu qu'il serait bientôt envoyé à l'étranger, peut-être sur un autre continent. Mais avant toute affectation, il devait passer une série d'évaluations strictes, examens médicaux approfondis, tests psychologiques rigoureux. Ce fut à ce moment-là que quelque chose d'inattendu se produisit, refusé de manière inattendue. Le verdict tomba comme un coup près, brutal, implacable. Sidney fut anéanti. Cette décision le frappa de plein fouet et le plongea dans un abîme émotionnel dont il ne parvint pas à sortir.
Il s'éloigna brusquement du monde, abandonna les arts martiaux qui faisaient autrefois partie de sa routine, et commença à disparaître de la maison pendant de longues périodes, sans prévenir. Lors de ces fugues improvisées, il partait avec le strict minimum, un sac à dos, un peu de nourriture, quelques allumettes, une lampe torche, des pastilles de combustible solide et un sac de couchage. Rien de plus. À l'été 2016, à l'âge de 18 ans, Sidney semblait avoir coupé presque tous les liens avec le monde extérieur. Il ne parlait quasiment plus à personne, pas même à ses propres parents. Il se murait dans le silence, dans une forme de solitude pesante, presque inquiétante. Dans l'une de ses dernières discussions avec sa mère, il lui confia un sentiment profondément enraciné. Il s'était toujours senti comme un étranger, incapable de se connecter aux autres, vivant en marge, sans jamais vraiment trouver sa place. Il lui avoua rêvé de disparaître, de vivre reclus, à l'écart de tout et de tous, dans un lieu où personne ne le jugerait, où aucune attente sociale ne pèserait sur ses épaules. Un endroit où il pourrait enfin respirer. Nastasia, sa mère, sentit que quelque chose n'allait pas. Elle voyait bien que son fils s'enfonçait peu à peu dans une dépression grave, qu'il perdait pied. Il partait de plus en plus souvent en randonnée, et lorsqu'il revenait, il restait enfermé, absorbé par l'écran de son ordinateur, ne disant presque rien. Elle tenta de briser le mur entre eux, de lui tendre la main, de raviver le lien. Mais chaque tentative échouait. Elle ne parvenait pas à l'atteindre. Pourtant, malgré cette distance grandissante et ses paroles sur une vie d'ermite, aucun membre de la famille ne soupçonnait ce qui allait se produire. Personne ne pensait que Sidney pourrait réellement tout quitter, disparaître pour de bon. En octobre 2016, Sidney fêta son 19e anniversaire. Ou plutôt, il ne le fêta pas. Cela faisait des années qu'il ne célébrait plus ce jour. Chaque année, à la même période, il avait pris l'habitude de s'évader en solitaire, de s'immerger dans la nature. Cette année-là ne fit pas exception. Mais ce que nul ne savait, c'est que ce voyage serait différent. À son retour de cette excursion, Sidney resta cloîtré chez lui pendant près de 2 semaines. Il ne sortait presque pas. Il passait le plus clair de son temps devant l'ordinateur, explorant des forums, discutant avec des inconnus, effectuant des recherches. Mais jamais, pas une seule fois, il ne partagea ses projets ou ses intentions avec sa famille. Alors, quand il disparut soudainement, sans laisser de mots, cela ne provoqua pas immédiatement l'inquiétude. C'était, après tout, devenu une habitude. Mais cette fois, il était bien parti. À la fin du mois d'octobre, Sidney quitta la maison de manière inattendue. Il emporta avec lui un sac à dos soigneusement préparé, contenant des provisions, ses papiers d'identité, ses cartes bancaires, son téléphone portable. Il prit aussi un grand sac de sport rempli de vêtements chauds, une bâche, une veste imperméable. Tout indiquait qu'il se préparait à vivre dehors, dans la nature, pour une durée indéterminée. Et fidèle à lui-même, il ne laissa aucune lettre, aucun message d'adieu, rien. Dans les premiers jours qui suivirent son départ, ses parents réussirent à établir un bref contact avec lui. Il répondit à quelques appels, mais restait évasif, distant, peu loquace. Pour René et Nastasia, même ces réponses brèves suffisaient. Elles prouvaient que Sidney était vivant, qu'il allait apparemment bien. Mais très vite, les appels cessèrent. Le silence revint. Il semblait qu'il s'était enfoncé dans des zones isolées, sans réseau téléphonique. Il continuait malgré tout à répondre à certains messages écrits, de manière sporadique. Jusqu'au 11 novembre 2016. Ce jour-là, Sidney envoya son ultime message. Il écrivait « Je ne reviendrai pas avant longtemps. Et je ne resterai pas au même endroit. » Aucune indication géographique. Aucun détail sur ses intentions. Aucune information sur une date éventuelle de retour. Ce fut la dernière trace de vie qu'il laissa. Après cela, toutes les tentatives de contact restèrent vaines. Son téléphone s'éteignit. Les messages ne furent plus délivrés. Le silence devint total. Inquiétude devint angoisse. La famille lutte, d'abord patiente, espérant un signe, dut se rendre à l'évidence. Les jours passèrent. Puis les semaines. Et Sidney ne revenait pas. Jamais il n'était resté aussi longtemps sans donner de nouvelles. Le 15 décembre 2016, près de 2 mois après sa disparition, René et Nastasia, aujourd'hui divorcés, franchirent un pas décisif. Ils déclarèrent officiellement leur fils disparu. Malheureusement, en vertu des lois locales, les autorités ne lancèrent pas immédiatement de recherches actives. Il fallut attendre encore 2 longues semaines. Lorsqu'elles commencèrent enfin, les premières étapes de l'enquête consistèrent à reconstituer le puzzle du départ de Sidney. Les enquêteurs collectèrent tous les détails personnels disponibles, examinèrent ses profils en ligne, analysèrent ses derniers messages, son historique d'appels, et étudièrent les photos récentes partagées sur ses réseaux. Un signalement précis fut établi. Un jeune homme mesurant environ 1,83 m, de corpulence athlétique, les cheveux blonds très clairs, les yeux bleus, un nez droit, aucun signe distinctif visible. Aucun tatouage,
Aucune cicatrice particulière. Un visage aussi lisse qu'énigmatique. Un jeune homme disparu, avalé par la nature. Aucune trace de piercing. Aucun signe de naissance distinctif. Visuellement, Sidney Lutt apparaissait comme un jeune homme sportif, séduisant, à la silhouette athlétique. Il n'avait jamais eu affaire à la justice. Aucun casier, aucun incident notable. Rien qui aurait pu suggérer un penchant pour la fugue ou la marginalité. Pourtant, quelque chose s'était brisé en lui. Et ce vide le poussait à s'éloigner, toujours plus loin. Les enquêteurs découvrirent rapidement qu'au lendemain de son départ, Sidney avait retiré une somme d'argent liquide dans une ville située à environ 50 km de Gainluft. Depuis ce point, il s'était dirigé vers l'est, en direction de Grosbe, tout près de la frontière allemande. Il y séjourna presque 3 semaines, sans attirer l'attention, avant de changer à nouveau de lieu. Il trouva alors refuge dans un camping situé à Denoven. Là-bas, il loua une petite cabane en bois, discrètement installée à la lisière du domaine. Les personnes présentes au camping se souvenaient parfaitement de lui. Impossible de ne pas remarquer ce jeune homme au regard profond, à la présence silencieuse, presque fantomatique. Il ne cherchait pas le contact, refusait poliment les discussions, et semblait toujours absorbé par quelque chose de lointain, d'invisible. Quand on tentait de l'aborder ou de lui venir en aide, il répondait calmement, avec respect, « Je veux juste être seul. J'ai besoin de temps. » Le 10 décembre 2016, Sidney fit ses bagages et quitta le camping à pied, comme il était venu, sans un mot. Le lendemain, une caméra de surveillance située dans un supermarché de Denoven l'enregistra furtivement. Il achetait des conserves, des nouilles instantanées, et payait en espèces. Il portait une veste chaude, un pantalon de survêtement, des baskets usées et un bonnet en laine. Sur ses épaules, un sac de randonnée. Dans l'autre main, un grand sac de sport. Tout portait à croire qu'il poursuivait son périple vers une destination connue de lui seul. Des avis de recherche furent alors affichés dans la région, accompagnés de sa photo. Les enquêteurs prièrent la population locale et les habitants des villes voisines de se manifester en cas d'information. Peu après, une découverte changea la perspective de l'enquête. On apprit qu'à la fin du mois d'octobre, soit quelques jours à peine avant que ses parents ne déclarent sa disparition, Sidney avait acheté un billet de train pour la France. Destination, l'Alsace. Cela signifiait que s'il avait été signalé disparu plus tôt, les autorités auraient peut-être pu le localiser à temps. La police tenta alors d'obtenir les enregistrements vidéo des gares situées sur le trajet, espérant confirmer s'il avait effectivement pris ce train, ou s'il avait changé d'avis à la dernière minute. Mais ils arrivèrent trop tard. Les vidéos, limitées par des durées de stockage courtes, avaient déjà été effacées. Cette piste essentielle venait de s'effacer dans le néant. Pourquoi l'Alsace? Que cherchait-il là-bas? Les enquêteurs fouillèrent alors l'historique de navigation Internet de Sidney. Et ce qu'ils découvrirent apporta une piste aussi glaçante que troublante. Durant les mois précédant sa disparition, Sidney s'était passionné pour un lieu en particulier, l'hôpital psychiatrique abandonné d'Altenberg. Ce n'était pas un simple bâtiment déserté. Il s'agissait d'un complexe massif, un enchevêtrement de structures délabrées, de couloirs souterrains, de puits techniques, de caves humides. Un endroit empreint d'un passé trouble, où régnaient encore les échos d'une histoire oubliée. L'ensemble du site, perché sur les hauteurs du col de Schlucht, était difficile d'accès. Isolé. Oublié du monde. Les habitants des environs l'avaient surnommé « la clinique du diable ». On pense que Sidney a probablement atteint le site à pied, depuis la dernière gare. Aucun transport public ne desservait cette zone, et connaissant son aversion pour les échanges avec des inconnus, il est peu probable qu'il ait accepté qu'on le prenne en stop. Malgré les dégradations, les graffitis, les vitres brisées et les traces du temps, l'hôpital restait un lieu apprécié des randonneurs, des explorateurs urbains, et parfois même des marginaux. Certains y passaient la nuit. D'autres s'y installaient plusieurs jours, voire davantage. Mais ce lieu attirait aussi une population plus inquiétante, des personnes désespérées, vivant en dehors de toute règle, parfois en fuite, ou victimes de la misère. Le genre de personnes qui ne laissent aucune trace. Les recherches se poursuivirent donc autour du site d'Altenberg. Et bientôt, des randonneurs signalèrent avoir vu quelqu'un correspondant à la description de Sidney. Certains reconnurent formellement son visage sur les photos diffusées. D'autres étaient moins sûrs, mais confirmaient avoir croisé un jeune homme blond, seul, silencieux, au regard dur. La police fit alors appel à des chiens pisteurs. L'odeur de Sidney fut détectée en plusieurs endroits du complexe. Mais le problème persistait, la piste s'interrompait brutalement. À chaque fois. Lorsque les forces de l'ordre informèrent la famille de cette piste, ni René ni Nastasia ne furent étonnés. Ils savaient que leur fils en était capable. Il possédait toutes les compétences nécessaires pour survivre dans la nature. Il savait s'orienter, il connaissait les plantes comestibles, les fruits sauvages, les baies, les noix. Il était préparé à endurer. Mais survivre seul dans un lieu comme celui-là, pendant des semaines,
voire des mois, c'était autre chose. Les bâtiments abandonnés du complexe hospitalier offraient un abri contre les intempéries. Et Sydney, on le savait, était parti bien équipé. Des vêtements chauds, des provisions, un matériel rudimentaire mais suffisant pour subsister en milieu sauvage pendant plusieurs jours, voire des semaines. En janvier 2017, les autorités françaises, conscientes de la gravité de la situation, intensifièrent les recherches. La gendarmerie locale et les équipes spécialisées en secours en montagne, régulièrement déployées pour retrouver des randonneurs blessés ou égarés, se joignirent aux opérations. Elles inspectèrent de fond en comble les ruines de l'hôpital d'Altenberg ainsi que la dense forêt qui l'entourait. Chaque tunnel, chaque recoin, chaque mètre carré fut passé au peigne fin. Mais malgré leurs efforts méticuleux, aucune trace concrète de Sydney ne fut retrouvée. La famille lutte, toujours déterminée, prit par elle aussi aux fouilles. Ils espéraient encore. Même si l'espoir, peu à peu, devenait plus lourd que le silence. Comme mentionné précédemment, Sydney vouait une admiration profonde à une figure emblématique, Christopher Johnson McCandless, connu sous le pseudonyme d'Alexander Supertramp. L'histoire de ce jeune Américain disparu dans les terres sauvages d'Alaska avait profondément marqué Sydney, au point d'influencer ses propres choix de vie. Christopher McCandless était né dans une famille aisée. Il avait toutes les cartes en main, une éducation d'excellence, un avenir prometteur, un chemin tout tracé vers la réussite. Mais il fit le choix inverse. Très tôt, il montra une volonté farouche, une indépendance d'esprit rare. Il se forgea un corps résistant, une mentalité de survivant. En 1986, à la fin du lycée, il entreprit son premier grand voyage, une traversée en solitaire des États-Unis. Ce fut une révélation. L'aventure devint son obsession. Malgré la pression familiale, Christopher s'inscrivit à l'université, mais il ne tarda pas à s'en détourner. Il fit alors un geste radical, il donna presque toutes les économies que ses parents lui avaient confiées pour ses études et quitta tout. Il prit le nom d'Alexander Supertramp, et entama une vie d'errance volontaire, en rupture totale avec une société qu'il jugeait superficielle, matérialiste, aliénante. Il apprit à survivre seul dans la nature, à se nourrir de ce qu'il trouvait, à vivre sans confort, sans contact humain. Il ne traçait que rarement ses itinéraires à l'avance, se laissait porter par les chemins et le hasard, acceptant le danger, recherchant l'absolu dans la solitude. En 1992, il atteignit finalement l'Alaska, son objectif ultime. Il s'enfonça dans une région isolée, sauvage, inhospitalière. C'est là qu'il découvrit un vieux bus abandonné. Il en fit son refuge. Il y vécut plusieurs mois, coupé du monde. Mais la nature, aussi belle soit-elle, peut devenir impitoyable. Affaibli, amaigri, prêt à revenir vers la civilisation, il se heurta à une barrière infranchissable, la rivière Teclanica, devenue trop dangereuse à traverser. Ironie tragique, le gué était situé à moins d'1 kilomètre de son campement. Mais Christopher, qui refusait par principe d'utiliser des cartes, ne le savait pas. Le 12 août 1992, conscient que ses forces l'abandonnaient, il écrivit ce qui allait devenir sa dernière note dans son journal. Quelques semaines plus tard, le 6 septembre, un chasseur pénétra dans le bus et découvrit son corps. Il ne pesait plus que 30 kilos. Sa mort fit l'effet d'un choc. Elle fut relatée dans le livre Into the Wild de Jon Krakauer, publié en 1996. En 2007, le réalisateur Sean Penn adapta l'histoire au cinéma. Le film bouleversa des millions de spectateurs et reçut 2 nominations aux Oscars. Mais revenons à l'affaire Sydney Lutt. En 2018, un rebondissement inattendu relança l'enquête. Une nouvelle hypothèse vit le jour, Sydney n'aurait peut-être pas disparu volontairement. Il aurait pu être victime d'un crime. Cette même année, un homme de 60 ans nommé Jos fut arrêté. Ce Néerlandais était recherché depuis des années pour un crime odieux. En 1998, il avait été accusé d'une agression grave sur un garçon de 11 ans. Après cet acte, il s'était volatilisé, échappant à la justice pendant près de 2 décennies. Ce qui reliait cet homme à l'affaire de Sydney était glaçant. Les enquêteurs retrouvèrent des preuves déterminantes dans une cabane située à proximité de l'hôpital d'Altenberg, précisément dans la zone où Sydney aurait été aperçu pour la dernière fois. La cabane appartenait à une association touristique locale. Jos y avait travaillé à une époque. À l'intérieur, la police mit au jour des traces d'ADN appartenant à l'enfant disparu en 1998. Ce fut l'élément décisif qui permit l'arrestation de Jos, après tant d'années de fuite. Mais ce n'est pas tout, Jos était lui aussi connu pour ses talents de survie. Il avait vécu reclus, parfois totalement hors du radar, en pleine nature, sans laisser de traces. Un homme capable de disparaître, d'attendre, d'observer, et de frapper sans prévenir. Lorsqu'il comprit que les forces de l'ordre étaient enfin sur ses traces. Durant toutes ces années de cavale, Jos tenta de fuir vers l'Espagne. Mais sa cavale prit fin, il fut finalement localisé, arrêté, et traduit en justice.
Reconnu coupable dans l'affaire de 1998, il fut condamné à 16 ans de prison pour les actes abominables qu'il avait commis sur un enfant de 11 ans. Les enquêteurs, alors plongés dans l'affaire Sidney Lutt, se penchèrent sur la possibilité d'un lien entre ce prédateur et le jeune homme disparu. Il s'avérait qu'en 2016, à peu près au moment où Sidney était supposé être arrivé à Kmar pour se diriger vers l'hôpital d'Altenberg, Jos occupait encore une cabane isolée en bordure de la forêt. Cette cabane, située à proximité directe du site abandonné, servait fréquemment de point de départ pour les randonneurs ou les curieux voulant explorer les lieux interdits. Les soupçons étaient lourds, l'hypothèse plausible. Et si Sidney, sans le savoir, avait croisé la route de cet homme dangereux? Et si cette rencontre avait marqué le début d'un drame silencieux? Mais après une longue enquête, des vérifications poussées, des analyses minutieuses et de multiples interrogatoires, les autorités ne trouvèrent aucune preuve tangible d'un lien entre Sidney et le criminel récemment condamné. Aucune trace ADN commune, aucune photo, aucun témoin, aucun indice matériel. Rien ne permettait de confirmer que leurs chemins s'étaient croisés. Une autre théorie, bien plus douloureuse pour les proches de Sidney, refit alors surface. Et si Sidney avait volontairement mis fin à ses jours? Ceux qui l'avaient connu, ceux qui l'aimaient, savaient à quel point il avait toujours combattu ses démons intérieurs. Depuis l'adolescence, il portait en lui une profonde mélancolie, une impression d'être à part, différent, incompris. Il peinait à établir des liens, se sentait perpétuellement en décalage avec le monde. Il n'avait jamais parlé de suicide de manière explicite, mais il évoquait souvent son désir de s'effacer, de se retirer dans des endroits reculés, de vivre en ermite, en rupture avec la société. La dernière personne connue à avoir échangé quelques mots avec Sidney était un employé du camping où il avait brièvement séjourné avant de disparaître vers Altenberg. Cet homme décrivit un jeune homme distant, fermé, profondément plongé dans ses pensées. Il ne cherchait pas à communiquer, évitait les regards. Et lorsqu'on lui adressait la parole, il répondait simplement qu'il voulait être seul, qu'il n'avait besoin de rien. René et Nastasia, ses parents, pensaient aussi que leur fils avait peut-être choisi de se réfugier dans l'ancien hôpital psychiatrique pour y passer l'hiver en reclus. Les multiples pièces vides pouvaient servir de refuge. Puis, une fois la neige fondue et les températures remontées, il aurait pu poursuivre son errance dans les profondeurs des bois. Mais malgré tout, ils refusaient de croire à une fin volontaire. Leur instinct parental leur murmurait que leur fils était encore vivant quelque part, invisible, mais en vie. En 2018, pourtant, une découverte glaçante raviva cette théorie sombre. Le corps sans vie d'un jeune homme fut retrouvé dérivant en mer, au large d'une station balnéaire de la Costa Brava, en Catalogne, en Espagne. Le cadavre portait un gilet muni de multiples poches, chacune remplie de pierres. Un détail dérangeant. Un indice sinistre. Tout portait à croire qu'il s'agissait d'un acte intentionnel. L'homme en question correspondait à Sidney par l'âge, la carrure, la taille. L'autopsie révéla qu'il s'était noyé. Aucune autre blessure, aucun signe de lutte. Il semblait s'être volontairement laissé engloutir par les eaux. Mais l'identification visuelle était impossible. Le corps avait passé trop de temps dans l'eau, les traits étaient méconnaissables. Les enquêteurs espagnols entamèrent alors un long processus d'identification médico-légale. Ils notèrent cependant une différence importante. Le défunt présentait une bosse proéminente sur le nez, ce que Sidney n'avait pas. Pour en avoir le cœur net, ils ordonnèrent une comparaison ADN. Un échantillon fut envoyé à Interpol, et les bases de données internationales des personnes disparues furent interrogées. Aucun résultat. Aucune correspondance. Ils décidèrent alors de confronter directement l'ADN du corps avec celui de Sidney, fourni par ses parents. L'attente fut insupportable. Lorsque les résultats tombèrent enfin, ils furent sans appel. Le corps retrouvé dans la mer n'était pas celui de Sidney Lutt. Un mélange déconcertant d'émotions submergea la famille. D'un côté, un soulagement indescriptible, Sidney n'était pas mort. Mais de l'autre, la douleur persistante de l'incertitude, l'angoisse du vide. Où était-il? Pourquoi ne donnait-il pas signe de vie? Que lui était-il arrivé? Les recherches se poursuivirent. Elles franchirent les frontières. Plusieurs pays d'Europe furent impliqués dans la traque du moindre indice. Chaque piste, chaque témoignage, chaque signalement était vérifié, recoupé, exploré. Les années passèrent. L'absence devint une présence obsédante. Mais jamais René, Nastasia et le reste de la famille Lutt ne cessèrent de croire. Jamais ils ne déclarèrent le dossier clos. Leur fils leur manquait, mais leur foi ne vacilla pas. En 2022, 6 ans après la dernière trace de Sidney, sa mère prit une décision déchirante, retourner là où tout avait commencé. C'est à Kmar, ce même lieu d'où tout semble être parti, que Nastasia choisit de revenir. Accompagnée de son fils cadet, elle arpenta les rues, les sentiers, les alentours de la vieille clinique abandonnée, là où le silence semble encore porter l'écho d'un nom oublié, Sidney. Elle placarda des affiches partout. Des photos prises peu avant sa disparition, des détails précis,
une description complète. Elle ajouta même une reconstitution numérique du visage de son fils, vieilli artificiellement, pour montrer ce à quoi il pourrait ressembler aujourd'hui, 6 années plus tard. Mais cette démarche, aussi émouvante qu'acharnée, ne produisit rien. Pas un appel. Pas une piste. Aucune avancée. Depuis sa disparition, Sidney n'a plus utilisé aucune de ses cartes bancaires. Il n'a jamais reconnecté à ses comptes de réseaux sociaux, ni à ceux des forums de survie qu'il fréquentait autrefois avec passion. Son téléphone, lui, s'est éteint à la fin du mois de décembre 2016 et ne s'est plus jamais rallumé. La dernière trace administrative de son identité remonte à l'achat de ce fameux billet de train pour la France. Depuis, plus rien. Aucun passage aux frontières. Aucun usage de passeport. Aucune activité enregistrée. Il s'est effacé du système, comme une ombre qui refuse de laisser la moindre empreinte. Certaines théories évoquent une vie en marge. Une existence volontairement cachée, quelque part dans les forêts profondes d'Europe, loin des villes, des caméras, des fichiers numériques. Il aurait pu, ponctuellement, se rendre en ville pour acheter de quoi survivre, accepter de petits travaux payés en espèces, avant de replonger dans l'anonymat. Une vie primitive. Un exil intérieur. Tout cela en hommage à son modèle, Christopher M.C. Candless. Mais il ne faut pas oublier que le périple de M.C. Candless s'est déroulé dans les années 1980, une époque sans géolocalisation, sans surveillance constante, sans Internet omniprésent. Aujourd'hui, il est presque impossible de rester totalement invisible sans être repéré au moins une fois par une caméra, une transaction, un témoignage. Et pourtant, Sidney, lui, n'a jamais refait surface. Pas une seule fois. Au fil des années, des signalements ont surgi, ici et là. Dans différentes villes d'Europe, parfois même à l'étranger, des gens ont affirmé avoir vu un jeune homme ressemblant à Sidney. Un inconnu parmi la population sans abri. Un visage familier aperçu dans un train, dans une gare, sous un porche, dans une rue sombre. À chaque fois, les autorités ont réagi. La famille aussi. Mais toutes ces pistes se sont révélées décevantes. Aucune ne permit d'identifier formellement Sidney. Aucune ne déboucha sur une vérité. Pour relancer les recherches, la famille Lutte annonça une récompense de 10 000 €. Elle serait remise à toute personne capable de fournir une information vérifiable sur la localisation actuelle de Sidney, ou la preuve irréfutable qu'il est encore en vie. Malgré cet appel, personne ne se manifesta. Rien n'émergea. Et pourtant, Nastasia continue d'y croire. Elle affirme, avec une foi presque inébranlable, que son fils aîné est vivant. Elle pense qu'il est peut-être trop effrayé pour revenir. Qu'il redoute d'être jugé, rejeté, incompris. Peut-être, dit-elle, qu'il s'imagine ne plus avoir sa place parmi les siens. Mais elle lui pardonne tout, d'avance. Elle veut simplement une réponse. Une lettre. Une voix. Une trace. Tant qu'elle ne connaît pas la vérité, elle continuera à chercher. Elle ne cessera jamais. Elle l'a promis, soit elle retrouvera son fils vivant, soit elle découvrira ce qu'il est advenu de lui. Mais elle n'abandonnera pas. Jamais. Merci d'avoir suivi cette histoire. Votre soutien est essentiel. Si vous souhaitez aider cette chaîne à continuer à produire ce type de contenu, vous pouvez cliquer sur « J'aime », laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre engagement compte vraiment. À très bientôt.